Alors je vais en profiter pendant que Philippe met au point d'abord pour dire que ce que vient de dire Michel, il est exact qu'une partie des archives qui sont à Vincennes ont bien été données aux alliés, à nos ennemis de bord, puis rendues. Il y a une lettre de l'autorité administrative de l'époque qui l'écrit et qui est vraiment dans le dossier. Ça, c'est principal. Alors, je voudrais aussi préciser que notre communication était normalement prévue, expliquée par notre vice-président Jean-Pierre Barras, qui est empêché et ne pouvait pas venir, ce que je regrette beaucoup, parce que c'est lui le puits de science. Moi, j'ai cherché des documents, je suis expert d'ICOMOS France, donc nous on regarde la construction, quelle époque elle a, comment on l'a faite, mais tout ce qui est autour et tout l'univers, c'est lui qui devait le présenter. Donc la communication écrite est plus longue que ce que je dirais, d'abord parce que le temps passe et qu'on avait un temps donné, qu'ensuite pour comprendre ce qui se passait, pour voir des plans, il vaut mieux mettre beaucoup plus de photos qu'il n'y en aura ici. Et troisièmement, il est aussi important de garder ce que lui avait préparé. Donc, j'ai traité ce sujet comme on le fait quand on est expert ICOMOS, c'est-à-dire on est devant des travaux à faire et comment on est parvenu à les faire. Malgré tout, il y a une question que se posaient les salons du four depuis fort longtemps, c'est où est l'original du plan qui est celui qui est conservé à Genève. Donc, on va essayer de répondre aux deux questions. Donc, d'abord, le traité de Campo Formio que vient de très bien commenter Michel, où il y a la signature de Bonaparte en bien clair, la République des Sept-Îles, qui avait son petit symbole et son drapeau, et puis, bien en 1807, c'est le traité de Tilsit, et les Sept-Îles deviennent sous le pouvoir de la France. 1807 est une année clé pour plusieurs raisons. D'abord parce que le nouveau programme de l'école impériale de Metz est écrit. Il est d'une précision, alors vraiment, je vais dire bénédictine, surtout, particulièrement en topographie et en cartographie. Et en même temps, Dufour passe le concours d'entrée. Et cette illustration vient des archives de l'école polytechnique. Il s'agit de la Sabretache. Baudran arrive dans les îles Ioniennes et il dispose quand même des archives de la France de la période précédente et qui sont pas du tout optimistes. Le rapport Moriot, qui est assez détaillé, décrit l'île. Il y a eu des avancées, mais les conclusions de Baudran sont vraiment terriblement précises. Et d'ailleurs, il écrit beaucoup. Il les cache, hein. Il dit ça va pas du tout, et il n'est pas, comment dirais-je, on dirait aujourd'hui, il est très descriptif dans ses positions. En une phrase, ce que dit Baudran, en regardant ce qui est en 1807, c'est vraiment, alors je ne vais pas employer les mots vulgaires, mais la place est facilement accessible, c'est-à-dire on y entre comme dans un moulin. Les terrassements sont déformés, il n'y a pas de magasin pour les batteries, c'est-à-dire qu'on n'a pas les munitions à côté, il n'y a pas de fourneau à rougir les boulets, comment se défendre, comment expliquer qu'on s'est fait prendre, c'est évident. Donc tout est à remettre à jour sur l'île, mais il a bien vu l'île de Vido, qui est quand même la clé de toutes les invasions qui y sont parvenues. Donc il commence à faire une chose que j'ai aussi trouvée très intéressante, parce que je travaille pour d'autres pays, je travaille pour les Pays-Bas, enfin je fais le même travail que pour Dufour, je vais aux archives de Vincennes, aux archives nationales et à la BNF, et je dis voilà, j'ai vu ça, je pense que c'est ce qui vous intéresse, et les experts d'ICOMOS viennent voir ce qui est intéressant. Et en général, il y a toujours des rapports, ils ne sont pas toujours précis, mais là, il y a un descriptif complet qui date d'avant, et qui est assez précis, mais qui donc décrit une situation épouvantable de Moriot, et Baudran commence à évaluer ce qu'on appelle en avant-projet sommaire, ce qu'on pourrait faire quand on voit juste ce qu'il y a sur le sol. Parce que quand on construit, on fait comme ça, on voit d'abord le terrain, même si on n'a pas de topographe à côté. Et là, il dispose quand même de cartes
qui sont en italien pour une, alors c'est-à-dire la place de Corfou avec l'Albanie. Alors je présume que tout ce qui est là-dessus, c'est à Vincennes, donc vous pourrez le voir, toutes les références dans l'écrit. Et puis il y a des projets nouveaux des ingénieurs. Toujours est-il qu'après avoir lu le rapport d'avant, regarder ce qu'on pouvait faire, il laisse un état des ouvrages existants sur une carte, ce qui n'est pas courant, hein. Il y a des rapports de longueur effroyable avec des écritures illisibles. Lui, il fait une carte, il fait la liste des points. Il y en avait 169, il en garde un peu moins. Et le 15 octobre en 1808, il prend la direction des fortifications de Corfou. Et à travers la carte et les points cotés, on comprend ce qu'on fait. Parce que le nombre de rapports où on met des lignes et des lignes, je pourrais vous donner un exemple, Bordeaux n'a jamais été pris à cause du sable. Et bien pour dire ça, il y a des pages et des pages de la direction des fortifications de Rochefort. Là, on est toujours dans le clair. Donc, en cette même année, Dufour rentre à Metz, et là, il suit le chemin des élèves avec ce programme bien précis. Simplement, vous avez cité, je ne sais pas qui l'a cité, ça doit être le colonel Ortolan, qui a parlé le petit livre des instructions pour les officiers de Thun pour faire les relevés. Et quand on lit ça et qu'on voit ce qu'il a eu comme expérience, il dit que de toute façon, quand on est devant un terrain, il faut considérer qu'on est devant l'ennemi et par tous les temps. Donc, pas de fioritures, pas de détails, on fait l'urgence. Simplement à Corfou, il a réellement travaillé devant l'ennemi et par tous les temps, parce qu'on faisait une carte à peu près analogue sur les formules courbes à la Spedia, mais la Spedia, il y avait le roi de Rome, c'est un port. Bref, on n'est pas toujours par beau temps, mais on peut se reposer, s'abriter. À Corfou, c'est pas possible, nos amis en témoigneront. Donc, 1808, Corfou est sur le chemin de la fortification, et là, pendant ce temps-là, Baudran commence à proposer des avant-projets sommaires à Napoléon. Donc, il rédige un rapport, qui est quand même moins long que le futur rapport, et il demande qu'on fasse d'urgence 6 redoutes impériales. Alors, dans tous les autres pays, il y a toujours un fort impérial. Il peut y avoir un fort Napoléon, et il y a surtout des forts de généraux célèbres qui seront maréchaux plus tard. Et donc, il demande aussi qu'on renforce le fort Saint-Sauveur, alors nos amis Corfiote savent où il est, de l'île de Vido et la place devant la forteresse. Parce qu'effectivement, quand on voit cette immense place, on voit bien que si jamais il y a quelqu'un qui sait escalader les bords de mer, on peut y arriver avec un ou deux fusées. C'est ce qu'on a fait à Utah Beach par le petit chemin de Sainte-Marie-du-Mont. Pareil. Et là, on pouvait faire ça. Donc, l'empereur regarde ses plans. Et le 21 juin, le jour de l'été, il décrète que ce que propose Baudran, il va falloir le faire. On n'en est toujours qu'à dire il faut faire. Mais il n'y a pas le projet décrit, il n'y a pas encore tout ce stade qui ira à l'exécution. Donc, pendant ce temps-là, les Britanniques continuent d'essayer d'attaquer. L'empereur envoie beaucoup de monde. Et il y a les 5 élèves de l'école de Metz. Alors, ordre du ministre de la guerre. Mais alors, c'est là qu'on voit que Napoléon avait vraiment gardé toute sa vie, je crois, le sentiment du terrain. Mais j'ai revu récemment le film Napoléon de Abel Gance, où on le voit regarder le fort de l'Aiguillette et il dit c'est là. Et là, il écrit. Je demande donc au ministère de la guerre que le comité trace autant qu'on peut l'imaginer les ouvrages à établir alors sur le mont supérieur, en fortification demi-permanente, les lignes de contre-attaque, alors qu'il conviendrait de faire en supposant que l'ennemi attaqua par la droite, la gauche ou le centre. Et aussitôt que le comité aura fait son tracé rédigé, vous soumettrez à mon appréciation. C'est-à-dire que beaucoup de plans sont partis vers Napoléon, enfin, vers le ministre, qu'il a tout regardé, tout examiné, et que quand tous les souhaits ont été au point, parce que c'est vrai que je n'ai pas vu d'ordre aussi précis dans d'autres pays, dont les Pays-Bas, qui ont quand même eu un bénéfice de la présence napoléonienne, certaines pour être mis au patrimoine mondial d'ailleurs. Donc, on envoie à Napoléon les redoutes prévues sur la presqu'île de Chrysopolis. Elle s'appelle Saint-Pantaléon et la Botizza, je ne prononce pas bien, non.
et puis le tracé d'un grand ouvrage sur le mont supérieur, le mont Viglia et le mont Mamalus, dont le fort de Sex, avec des réduits de places d'armes. C'est des belles cartes, hein. Je me tourne vers l'IGN. C'est précis, et puis il y a ces petites papillotes là, des petites, comme on n'avait pas de photocopie et qu'on pouvait pas faire des plans, il y avait des petites papillotes dessus. Alors il y en avait des fois plusieurs, il y avait même des espèces de maquettes en papier que vous verrez à Vincennes si vous y allez. Et là on voit bien ce qu'il faut faire. Et alors, comble de choses qui paraît-il n'est pas courante, ce projet de 1811, Napoléon l'accepte, mais il signe ça au milieu d'une carte, au milieu d'une immense carte qui est à Vincennes, qui est numérisée parce qu'elle est tellement précieuse qu'on ne peut plus la sentir. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, mais il n'aurait jamais dû faire ça, signer sur une carte. Alors bien entendu, il y avait par ailleurs le rapport d'avant-projet, et c'est là qu'après avoir été accepté en juin 1811 sur la carte, eh bien va commencer le vrai travail de préparation des travaux. Donc le dossier qui fait la décision de Napoléon pour le renfort, alors vraiment l'exécution, c'est un dossier du 1er janvier 1812. Or, Napoléon signe en juin 1811, et il faut quand même se rappeler que pour faire tout ça, à l'époque, déjà, il faut organiser le lever. C'est pas simple. On voit très bien cela dans l'histoire de la carte suisse, où on raconte comment Dufour s'y est pris pour déterminer les points, la méridienne. Jean-Pierre n'est pas là pour vous l'expliquer, mais je pense que demain, on en aura plus l'explication. Le temps de préparer l'instrumentation. Et d'ailleurs, dans une lettre de Dufour, la lettre de Dufour étant vraiment l'histoire de ce qui se passait à Corfou, il écrit à ses parents: je ne serai là qu'une dizaine de jours, en attendant des instruments de Paris, avec lesquels je dois faire le plan de Corfou, et peut-être celui de toute l'île. Et ça, il écrit ça dans le courant de 1811. Donc, ça veut dire qu'on va faire le lever, qu'on va le préparer, qu'on attend les instruments, qu'il y a sûrement des choses d'autres à faire. Et de là naîtra la triangulation de l'île, qui est donc un document très très précieux qui est à la BNF et qui est intitulé « L'île de Corfou et des terres adjacentes pour faire connaître la différence entre les plans anciens et la véritable situation des lieux », où l'on voit la triangulation à partir de la tour San Stefanori qui va vers la rive albanaise, et puis le commentaire topographique. C'est les deux photos que j'ai faites à l'époque, qui ne sont pas très lisibles, où il y a un commentaire topographique qui est sûrement de Dufour, où il écrit toutes les caractéristiques de ce qu'il a fait. Le commentaire topographique et technique topographie. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce relevé, c'est qu'on a les points des plans anciens, notamment des plans turcs, et ce qui est aujourd'hui. Donc, moi, j'ai jamais vu dans les projets que j'ai pu étudier dans des constructions futures, on avait ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après pour améliorer. Parce que c'est pas pour faire bien, c'est pour améliorer ce qui va être fait. Donc déjà, ça montre une vue des choses qui vient sûrement de l'éducation militaire de Napoléon et de l'enseignement de l'école polytechnique. Je souligne que j'ai été vraiment impressionné de la précision des relevés. Donc, les relevés, c'est des petits cadres en métal dans lesquels il y a une feuille, on mesure, et puis ces feuilles, il y a des feuilles pour relever. Ensuite, on établit le levé lui-même, on le dessine avec des orientations, des points géodésiques, etc. Et ça, quand ça a plus de 100 ans, c'est pas en très bon état. Et donc, ça tient plus grand que écoutez, c'est aussi grand que l'espace qui est à côté de moi. Et les feuilles sont assemblées. Malgré tout, celle qui a été photographiée par mes soins, il y a le mont Pantocrator, qui est le point culminant de Corfou, qui fait presque 900 mètres de haut. Et je vais vous lire le texte qui est écrit, je pense, de la main de Dufour. Et Madame Bouvier-Bron avait vu son écriture dans les lettres qui sont à la bibliothèque de Genève. La sommité, donc le mont, avec plein d'arbres et de belles choses,
le plan vers est, entre parenthèses, tri, ça doit vouloir dire trigonométrie, a été la chapelle Pandocrator ou Saint-Sauveur est, plan élevé des îles dès 1722, c'est-à-dire qu'en 1722, on savait déjà que c'était le point culminant. Et d'après les repères trigonométriques, il est à 908,72 mètres au-dessus du niveau de la mer. Corfou est très longue, elle est pleine de relief agréable, mais le mont Pantocrator est au bout. Et en haut, actuellement, il y a un monastère avec dessus les antennes de la télévision. Et il y a eu une tempête, elles ne sont pas tombées. Mais bon. Et donc, ceux qui étaient à Corfou les ont vus. Alors, donc, une fois qu'on a eu fait tout le lever, il a fallu faire en premier stade le croquis. Donc, c'est là, je pense, ce que Dufour appelle le grand plan. C'est donc un premier croquis qui n'est pas en couleur, qui est avec les courbes, on dit les courbes horizontales, mais qui se concentre sur les premiers documents, sur la place de Corfou, qui comprend donc la place, la citadelle, la ville et l'île de Vido. Ensuite, il fait un autre plan, qui est en couleur celui-là, et qui est plus lisible, mais qui n'est pas juste les points avec les courbes où on voit bien ce qui se passe dessus, et il y a les légendes à côté de ce qu'on peut voir. Donc, le 1er janvier, Baudran écrit un mémoire de 87 pages, qui est bien à Vincennes, et vraiment l'écriture est peu lisible, et il faudrait que j'ai un autre appareil pour le photographier, les 87 pages. Donc, ça veut dire que tout y est. Ensuite, il fait un mémoire d'exécution des ouvrages. Alors là, on l'a mis en entier dans l'écrit, c'est-à-dire tout ce qu'il va falloir faire avec les colonnes pour le prix. Donc, ça fait un certain nombre de lignes. Et il décrit son travail comme étant, à Sa Majesté l'Empereur et Roi, qu'il présente l'état véritable des choses sans rien omettre d'essentiel. Donc ça veut dire, c'est bien ce que vous vouliez, j'ai bien écrit ce qu'il faut faire, mais avec quel budget? Et là, 87 pages de descriptif, c'est quand même costaud. Donc, Napoléon a sûrement dû dire oui, là je ne pouvais pas tout mettre, hein. J'ai bien les confirmations de Napoléon, mais elles n'étaient pas signées de lui, c'était des copies, donc voilà le travail qui est fait après. Après, on transforme ce qu'avait fait Dufour, ça je le maintiens, c'est-à-dire le croquis, les plans, et après on va faire l'outil pour produire ce qu'on appellera l'édition. Hein, parce qu'on n'envoie pas des plans et tout comme ça pour, sur le terrain, l'ouvrir et combattre. Donc là, et je sais que la méthode est la même à Aspedia, je ne sais pas si c'était récent ou pas, mais en tout cas, on fera des bandes dessinées à la main et on va diviser ce grand plan de la place et celui de Vido en bandes, qui est dessiné à la main, bande par bande, numéroté. Ça forme une sorte de puzzle. Et en haut des deux plans d'assemblage, il y a un texte de Baudran qui dit « Canevas des 32 bandes de levée de la place et des environs de Corfou, île de Mienne, exécuté en 1812 par les officiers du génie, sous les ordres du colonel du génie Baudran. » Ça, c'est texto. Mais en fait, le 1er janvier 1812, c'est en 1811 qu'il a fait le relevé, mais sa date d'envoi est 1812 au ministre de la Guerre. J'insiste sur ce point, parce que avant qu'un plan passe au dépôt de la guerre, il fallait que le ministre dise que c'était bien et qu'on pouvait s'en servir. Donc, se trouve à Vincennes les 32 bandes. D'une part, la place, l'île Chrysopolis et la place, l'île de Vido. Donc, si on prend toutes les bandes, et je comptais faire ça cette semaine, mais ça n'a pas été possible parce que SHD est très sollicité, eh bien, on retrouve ce puzzle du plan de Genève. Donc, l'original est bien au service des archives de Genève. Simplement, pendant des années, on a cherché un truc qui se pliait. Tous les plans qu'on trouvait, ils se pliaient, mais il n'y avait pas ça. Eh bien, ça, c'est le puzzle des cartes de ces bandes.
Et ces bandes, à quoi servaient-elles? Elles servaient au graveur. Parce que le graveur, qu'est-ce qu'il fait quand il a un tableau de Picasso? Il fait pareil. Il fait un calque, couleur par couleur, un pour le rouge, un pour le bleu, un pour une autre couleur. Pour certaines impressions, c'était en rouleau, comme pour les papiers peints à Romont ou les tissus de Mulhouse. Et là, c'est des plaques. Et Sanson, qui est directeur du dépôt de la guerre, se plaint beaucoup du prix du cuivre et du travail des graveurs qui est difficile. Donc, oui, la carte qui est à Genève vient bien du dépôt de la guerre. C'est bien le ministre de la guerre qui l'a fait parvenir à Dufour, mais c'est Baudran qui l'a demandé, parce que seul le ministre déclenche les commandes, mais il répondait aux demandes. Or, Dufour dit bien, je l'ai demandé à Baudran. Donc, ce que vous pourrez voir à Vincennes si vous y allez, et je me y rends avec Michel pour lui montrer le maximum possible, vendredi, Merci. Ou plus tard, parce qu'on peut refaire une autre visite, eh bien, les bandes aquarellées du plan de la place existent et sont authentiques. Parce que Baudran a écrit dessus. S'il n'y avait pas le petit haut, là, on pourrait dire que c'est une copie. Et alors, effectivement, dans ce carton de dessin, et à côté, il y a un document qui dit que ce jeu de plans que nous avons a été rendu après par l'ennemi, où on lui a permis de l'emmener, mais il y avait un jeu qui avait été montré aux Anglais, probablement, et que c'est revenu dans les mains de Vincennes. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, Michel, on a permis d'emmener les archives, etc. Donc ça c'est vrai, et je ne sais plus qui l'a écrit, mais c'est le gouverneur du lieu. Donc, que dire d'autre? Eh bien que... D'abord, j'ai été contente que Marc m'envoie cette demande il y aura bientôt 10 ans, qu'on ait enfin trouvé, et que vous soyez les premiers à savoir que oui, ce qui est écrit partout, qu'on n'a pas retrouvé cette carte, eh ben, elle est au château, enfin, dans le bâtiment construit par Louis XIV, côté droit pour maman, côté pour lui, où sont maintenant les archives. Je vous remercie de votre attention.